reprend. On va avoir trois orateurs pour cette deuxième partie. On va commencer par le docteur Camille Buffet qui va nous parler des nouvelles recommandations sur l'hypothyroïdie et la grossesse et la fertilité. Et Camille travaille ici dans le service de thyroïde, donc à la Pitié-Salpêtrière. Merci pour cette introduction. Donc, je vous fais un point sur les nouvelles recommandations sur hypothyroïdie, grossesse et fertilité. En fait, ça, suite à la publication de recommandations de bonnes pratiques sur la prise en charge des dysthyroïdies chez l'adulte, publiée par la Haute Autorité de Santé assez récemment. C'est un assez gros travail qui avait commencé fin 2020, qui s'est fait sous la présidence du professeur Jean-Michel Petit de Dijon, avec un certain nombre de chargés de travail qui ont été chargés de la rédaction des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui ont été validées par un groupe de travail qui comprenait 20 personnes de différents horizons, qui ont ensuite été relus par 70 personnes, également de différentes spécialités et des personnels également paramédicaux, et puis l'audition de 3 expertes, en particulier pour cette question hypothyroïdie et grossesse. Donc voilà, je vais vous faire un point, une synthèse de ces principales recommandations. Et avant de rentrer dans les recommandations très pratiques, je me permets de vous rappeler quelques éléments de physiologie qui après permettent de mieux comprendre les recommandations très pratiques cliniques. Donc, juste un mot pour vous rappeler sur cette diapositive que, de façon physiologique, les hormones thyroïdiennes sont majoritairement transportées, c'est la partie bleu clair du camembert, à 60% par la thyroxine binding globulin, la TBG, que la large majorité du tiers restant circule dans le plasma lié à l'albumine et à la préalbumine, et que finalement c'est une très faible fraction des hormones thyroïdiennes qui circulent libres, la T4 libre et la T3 libre, qui correspondent donc à la fraction active des hormones thyroïdiennes. Et il faut également se souvenir que pendant la grossesse, il y a un certain nombre de modifications plus physiologiques d'ailleurs que physiopathologiques qui surviennent et qui aboutissent à une augmentation toute de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc la première chose, c'est qu'il faut se souvenir que la TSH est constituée de 2 sous-unités, la sous-unité alpha et la sous-unité bêta, et qu'il y a une certaine homologie de séquence entre la sous-unité bêta de la TSH et la sous-unité bêta de l'HCG, ce qui va expliquer l'action stimulante de l'HCG sur le récepteur de la TSH, qui vous est illustré en fait sur ce graphique, qui vous montre là en ordonnée les concentrations de T4 libre et en abscisse les concentrations d'HCG. On voit cette relation linéaire entre les concentrations d'HCG et de T4, donc qui sont en lien avec cette action stimulante de l'HCG sur le récepteur de la TSH qui va concourir donc à augmenter la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et puis l'autre phénomène qui se passe, il est en lien avec la thyroxine binding globulin, cette hormone transporteuse, dont le taux est multiplié environ par 2,5 pendant la grossesse. Ce serait lié à une stimulation œstrogénique de sa synthèse hépatique et à une augmentation de sa demi-vie. Donc ça vous est illustré là sur la courbe sur la droite qui vous montre en ordonnée les concentrations de TBG et en abscisse les semaines de gestation. Vous pouvez voir que la concentration de TBG augmente assez tôt, à partir de un peu avant la 10e semaine de gestation, et puis elle augmente jusqu'à la 20e semaine de gestation et elle reste stable en plateau. Et donc s'il y a un peu plus d'hormones transporteuses, il va y avoir une diminution relative du pool d'hormones qui circulent libres, la T4 et la T3 libres. Donc c'est illustré par ce schéma en miroir, où vous voyez que les concentrations de T4 libres, elles diminuent de façon relative à l'augmentation de la TBG. Et par rétrocontrôle hypothalamo-hypophysaire, ça va stimuler la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est possible chez une femme dont la thyroïde fonctionne parfaitement bien, mais évidemment, si la thyroïde ne fonctionne pas, par exemple une femme qui a une thyroïdectomie totale, évidemment, il ne va pas pouvoir y avoir cette adaptation, et d'où les recommandations qu'on va voir dans les diapositives un peu plus tard. Au passage, un mot sur le métabolisme de l'iodure. Donc de façon physiologique, il y a un équilibre, le pool iodé plasmatique résulte d'un équilibre entre d'une part l'élimination urinaire de l'iode par la filtration glomérulaire de l'iode, l'élimination rénale,
Et la clairance thyroïdienne, donc ce qu'on appelle la clairance thyroïdienne, c'est tout simplement en fait l'iode qui est capté par le thyrocyte, par la cellule vésiculaire, ce qui va être essentiel pour la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Et donc évidemment, plus il y a d'iode capté par la cellule thyroïdienne, moins il y en a dans le plasma. Voilà, ce pool iodé dépend de l'élimination urinaire de l'iode et entre guillemets de l'élimination de l'iode dans la cellule thyroïdienne. C'est pas tout à fait une élimination, ça sert à la biosynthèse des hormones thyroïdiennes. Et ce qui se passe pendant la grossesse, eh bien, c'est que dès le début de la grossesse, il va y avoir là encore différents mécanismes qui vont aboutir à une diminution du pool plasmatique iodé. D'une part parce qu'on sait qu'il y a une augmentation de la filtration glomérulaire pendant la grossesse qui va donc aboutir à une augmentation de l'élimination rénale de l'iode, donc à une diminution de l'iodure plasmatique. Et puis, comme je viens de vous dire, il y a une augmentation de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes, donc il va y avoir plus d'iode capté par la cellule thyroïdienne, donc une augmentation de la clairance thyroïdienne de l'iode. Donc tout ça va aboutir à une diminution de l'iodure plasmatique. Et puis, en deuxième moitié de grossesse, il va y avoir en plus le passage de l'iodure de la mère vers le fœtus pour permettre la synthèse des hormones thyroïdiennes par la thyroïde fœtale qui commence à être fonctionnelle à partir du deuxième trimestre. Et au passage, j'en profite pour vous rappeler ce mécanisme adaptatif qui protège le fœtus vis-à-vis de la carence en hormones thyroïdiennes, qui est celui-ci, qui est que l'activité de la désiodase de type 2 est inversement proportionnelle à T4 plasmatique pour assurer une production placentaire de T3 suffisante, même si la T4 libre maternelle est basse. Plus la T4 libre maternelle est basse, plus l'activité de la désiodase augmente, et donc plus il y a un maintien d'une concentration de T3 pour protéger le fœtus. Et au passage également, vous voyez bien que s'il y a un apport iodé maternel insuffisant pendant la grossesse, autrement dit moins de 200 microgrammes par jour, eh bien la femme enceinte va être à risque de carence relative en iode. Et ceci constitue d'ailleurs un stimulus goitrigène qui explique l'augmentation du volume des goitres qu'on observe chez certaines femmes au cours des grossesses. Alors voilà, je passe maintenant à des considérations un peu plus pratiques cliniques et donc notamment une question qui a fait l'objet de nombreuses publications dans la littérature qui est celle des normes de TSH pendant la grossesse. Je vous ai rappelé ici des recommandations assez anciennes qui ont été actualisées depuis de l'American Thyroid Association qui proposait en fait des normes différentes en fonction des trimestres, en particulier pour la borne supérieure de la TSH. Vous voyez que c'était 2,5 au premier trimestre et puis c'était 3 au deuxième et au troisième trimestre. En fait, depuis 2011, il y a eu de nombreuses autres publications sur le sujet, sur ces normes de la TSH. Et finalement, le message de cette publication, c'est qu'il y a une très grande variabilité des normes de TSH chez les femmes enceintes. Donc ça, sur des cohortes très larges de sujets, de plus de 60 000 femmes enceintes. Et en fait, la TSH, elle varie, les valeurs de TSH varient notamment en fonction de l'ethnie, du statut en iode. Et donc maintenant, ce qui est préconisé, mais ce qui a été repris dans les recommandations HAS 2023, eh bien, c'est soit de tenir compte de normes spécifiques fournies par le laboratoire, si votre laboratoire, là où vous faites doser la TSH, fournit des normes spécifiques pendant la grossesse, et si votre laboratoire n'en fournit pas, à ce moment-là, c'est de considérer la norme supérieure, inférieure à 4, ce qui correspond globalement, pour la quasi-totalité des cas, à la limite supérieure, habituelle en dehors de la grossesse, moins 0,5 milliunités internationales par litre. Et donc, ce qui avait été repris déjà aussi dans l'actualisation des guidelines ATA, thyroïde et grossesse de 2017, c'est une norme unique pendant toute la grossesse qui va de 0,1 à 4. Alors juste un mot sur les normes de T4 libre pendant la grossesse et notamment de savoir est-ce qu'il y a le dosage des hormones thyroïdiennes et en particulier le dosage de T4 libre est fiable pendant la grossesse. Alors il faut avoir en tête que le dosage de T4 libre il va être vraiment perturbé par d'une part l'augmentation de la thyroxine binding globulin et d'autre part la baisse d'albumine, qu'en fait il y aurait aussi besoin de références spécifiques pour la T4 libre en fonction des techniques de dosage utilisées. Et qu'en fait, c'est la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse qui devrait être la méthode de référence, mais qui est une méthode coûteuse qui n'est pas disponible partout. Donc voilà, juste un message pour se dire qu'il faut savoir interpréter de façon prudente les dosages de T4 libre pendant la grossesse. Alors,
pourquoi ce sujet de hypothyroïdie et projet de grossesse ou hypothyroïdie et grossesse? C'est un problème assez fréquent chez les femmes en âge de procréer. Alors l'hypothyroïdie avérée, elle est pas si fréquente que ça, 2 à 4% des femmes, mais l'hypothyroïdie fruste, définie par une TSH élevée, une T4 libre normale, elle pourrait, dans les séries de la littérature, concerner jusqu'à 20% des femmes en âge de procréer. Celles qui ont une auto-immunité thyroïdienne, donc notamment des anticorps anti-TPO positifs, pareil, elles pourraient concerner jusqu'à 20% des femmes en âge de procréer. Et puis évidemment, il y a un impact de l'hypothyroïdie, notamment avéré. Alors justement, quel est l'impact de l'hypothyroïdie franche? Chez la mère, il y a le risque de fausse couche, d'hypertension artérielle gestationnelle, de prééclampsie, d'anémie, d'hémorragie du postpartum. Et chez le fœtus, on connaît bien l'impact sur le développement neurocognitif, sur le QI. Et il y a également les risques de retard de croissance intra-utérin, de petits poids de naissance et de prématurité. Alors je voulais juste vous remontrer les données de l'étude Princeps, celle qui avait été publiée dans le New England en 1999, qui avait montré cet impact de l'hypothyroïdie avérée sur le développement neurocognitif. Donc, dans cette étude, ils avaient comparé 124 femmes enceintes en euthyroïdie avec 62 femmes enceintes en hypothyroïdie. Et j'attire juste votre attention ici, vous voyez, c'est les concentrations de TSH. Et donc, chez les femmes en hypothyroïdie, elles pouvaient atteindre là jusqu'à 100 milliunités internationales par litre, en tous les cas, il y avait une forte proportion de femmes chez lesquelles la TSH était nettement supérieure à 10. Donc vraiment, voilà, des hypothyroïdies vraiment avérées. Et ce qu'avait montré ce papier, ce qu'ils avaient regardé, c'était le QI de ces enfants, des enfants de ces femmes qui étaient soit donc en hypothyroïdie, soit en euthyroïdie. Entre l'âge de 7 et 9 ans, ils avaient mesuré le QI de ces enfants. Ils avaient regardé également la proportion d'enfants qui avaient un QI inférieur à 85%. Et donc, ils avaient vu que le QI des enfants de femmes en hypothyroïdie était de 103 contre 107 pour le QI des enfants de femmes en euthyroïdie. La différence était de moins 4. Pas tout à fait statistiquement significatif, possiblement un problème d'effectif. Et quand on regarde le pourcentage d'enfants qui avaient un QI inférieur à 85, c'était 15% quand la mère était en hypothyroïdie versus 5% quand elle était en euthyroïdie. Là encore, pas tout à fait statistique significativement, mais surtout le message important de ce papier, c'était qu'on pouvait corriger cette tendance en traitant l'hypothyroïdie. Et donc ensuite, ils avaient regardé le QI des enfants quand la femme avait une hypothyroïdie mais qu'elle avait été traitée, les femmes en hypothyroïdie non traitées, les femmes en euthyroïdie. Et ils avaient vu que les enfants de femmes en hypothyroïdie traitée avaient un QI à 111 versus 100 quand il n'y avait pas de traitement de l'hypothyroïdie versus 107 pour les femmes en euthyroïdie. Et les enfants qui avaient un QI inférieur à 85%, il n'y en avait plus quand il y avait un traitement de l'hypothyroïdie pendant la grossesse. Il y en avait 19% quand l'hypothyroïdie n'était pas traitée pendant la grossesse. Et puis, il y avait 5% d'enfants de femmes en euthyroïdie qui avaient un QI inférieur à 85 pour une autre raison. Voilà, donc ça, c'est les données qui montraient l'impact sur le développement neurocognitif d'une hypothyroïdie avérée. Alors finalement, ce qu'on voit, nous, le plus souvent, c'est plutôt la question des hypothyroïdies frustes. Donc, les risques de l'hypothyroïdie fruste, ils sont beaucoup plus controversés. Il y a des données hétérogènes dans la littérature. Quand il y a des effets, ils sont vraisemblablement plus faibles. Et puis après, il y a la question évidemment de est-ce qu'il y a un bénéfice à traiter ces hypothyroïdies frustes pendant la grossesse? Donc là encore, je me permets de vous remontrer deux études méthodologiquement assez robustes qui avaient été publiées, donc toutes les deux dans le New England, qui s'étaient intéressées à la question. Donc cette étude de 2017, prospective multicentrique randomisée, ils avaient screené 97 000 femmes enceintes. Et puis, ils s'étaient intéressés à deux groupes de femmes enceintes. Un groupe qui avait une hypothyroïdie fruste, TSH supérieur à 4, T4 libre normale, 677 patientes. Un groupe de patientes qui avaient une T4 libre basse isolée, définie par une T4 inférieure à 11 avec une TSH normale, 526 patientes. Et puis à chaque fois, elles étaient randomisées entre recevoir de la L-tyroxine ou recevoir du placebo, en moyenne à la 17e semaine de grossesse. Et le critère de jugement principal, c'était le QI des enfants à l'âge de 5 ans. Et vous pouvez voir qu'il n'y avait aucune différence statistiquement significative. Et ils avaient regardé aussi d'autres paramètres en critères de jugement secondaire, d'autres paramètres neurocognitifs et des complications pendant la grossesse ou néonatale. Et il n'y avait aucune différence entre les groupes. Après, le principal reproche qui a été fait à cette étude, c'était le terme auquel avait été introduit la L-tyroxine, finalement relativement assez tardif au cours de la grossesse, un terme où probablement l'essentiel du développement neurocognitif est joué. Donc une étude qui ne permet probablement pas de conclure complètement sur cette question de bénéfice à traiter l'hypothyroïdie fruste chez des femmes enceintes. Et puis la deuxième étude qui s'était intéressée à cette question, là encore méthodologiquement assez robuste, prospective, multicentrique, randomisée. Ils avaient screené 21 000 femmes enceintes.
Et il s'était intéressé à celles qui avaient une TSH supérieure au 97e percentile et ou une T4 libre inférieure au 2,5e percentile. Et là encore, randomisé entre L-tyroxine ou placebo. Là, introduit un peu plus précocement, en moyenne à la 13e semaine de grossesse, mais certaines femmes pouvaient avoir le traitement introduit jusqu'à la 20e semaine de grossesse. Et ils avaient regardé le QI des enfants de ces femmes à l'âge de 3 ans. Et ils n'avaient trouvé aucune différence statistiquement significative. Ils avaient essayé de regarder d'autres paramètres neurocognitifs sans mettre en évidence de différence. Là, ce qui a été reproché à cette étude, c'était qu'à l'âge de 3 ans, il s'était servi du QI comme test pour évaluer le développement neurocognitif, donc ce qui n'est peut-être pas parfaitement adapté pour des enfants aussi jeunes. Donc là encore, une étude qui ne permet peut-être pas non plus probablement de clore complètement la question d'un bénéfice à traiter une hypothyroïdie fruste chez les femmes enceintes. Donc voilà, maintenant j'en viens aux recommandations un peu plus pratiques de la Haute Autorité de Santé. Et une question qui se pose, qui est celle de dépister l'hypothyroïdie chez des femmes qui ont un désir de grossesse. Donc la Haute Autorité de Santé s'est prononcée contre un dépistage universel de toutes les femmes qui ont un désir de grossesse, mais un dépistage ciblé dans des populations à risque d'avoir une hypothyroïdie, qui sont donc listées de façon exhaustive ici. Donc des femmes qui ont un antécédent de dysthyroïdie connu, un goitre, un antécédent personnel de pathologie auto-immune, une auto-immunité thyroïdienne des anticorps anti-TPO positifs, un antécédent de chirurgie thyroïdienne, d'irradiation cervicale, bien sûr d'amiodarone de lithium, un IMC supérieur à 40, l'âge supérieur à 35 ans, l'infertilité, les fausses couches, l'accouchement prématuré, le recours à l'assistance médicale à la procréation et l'antécédent familial de dysthyroïdie au premier degré. Et donc là, dans ces cas-là, il y a une recommandation de faire un dosage de TSH préconceptionnel avec l'idée que si évidemment la TSH est supérieure à 10, on va introduire un traitement par lévothyroxine. Et si elle est entre 4 et 10, confirmée sur un deuxième prélèvement, en fonction de la positivité ou non des anticorps anti-TPO, vous allez pouvoir prendre la décision avec votre patiente d'introduire ou non un traitement par lévothyroxine. Donc ça, c'est quand on est en préconceptionnel. Donc maintenant, quand on est au tout début de la grossesse, dans ces mêmes situations à risque là que je viens de vous lister, la recommandation, c'est de faire un dosage de TSH au tout début de la grossesse. Et puis, donc, évidemment, si la TSH est supérieure à 10, il faut introduire de la lévothyroxine. La HAS propose des posologies de l'ordre de 50 à 75 microgrammes par jour si la TSH est entre 10 et 20, et 75 à 100 microgrammes par jour si la TSH est supérieure à 20. Donc, évidemment, ça, c'est pour des femmes de poids normal. Et si la donc il n'y a pas de place pour un dosage de T4 libre et de T3 libre dans ce contexte. Et si la TSH est comprise entre 2,5 et 10, là, à ce moment-là, il faut doser les anticorps antithyroperoxydase. Et ensuite, il y a un algorithme qui tient compte de la positivité ou non des anticorps et du niveau de TSH. Donc, quand les anticorps sont positifs et que la TSH est entre 2,5 et 4, après décision médicale partagée avec la patiente, vous allez pouvoir ou non introduire de la lévothyroxine. Quand les anticorps sont positifs et que la TSH est un peu plus élevée, entre 4 et 10, là, il y a une recommandation d'introduire de la lévothyroxine. Quand les anticorps sont négatifs et que la TSH est entre 2,5 et 4, là, on s'est positionné contre l'indication à un traitement. Il n'y a pas besoin de surveiller la TSH pendant le restant de la grossesse. Et quand les anticorps sont négatifs et que la TSH est entre 4 et 10, contrôlée à 2 reprises, là, à ce moment-là, il y a une recommandation d'introduire un traitement. Donc là encore, des conseils de posologie pratiques donnés pour des femmes en dehors de surpoids ou d'obésité, 25 à 50 microgrammes par jour si la TSH est entre 2,5 et 10, et avec l'objectif de maintenir une TSH inférieure à 2,5 pendant toute la grossesse. Et puis, donc, il y a un traitement ou pas. Ensuite, évidemment, il y a une surveillance de la TSH toutes les 4 à 6 semaines jusqu'à la 22e semaine d'aménorrhée, une fois entre 30 et 34 semaines d'aménorrhée et dans le postpartum. Alors après, il y a la question des patientes qui ont une hypothyroïdie qui est connue avant la grossesse, dès la période préconceptionnelle. Donc là, les recommandations, c'est de s'assurer que la TSH préconceptionnelle est inférieure à 2,5. Déjà pour se mettre à l'abri du risque d'hypothyroïdie en début de grossesse, qui va être lié au fait qu'une femme qui n'a pas une thyroïde normale ne va pas pouvoir mettre en place tous les mécanismes adaptatifs dont je vous ai parlé au début. Donc si vous démarrez une grossesse déjà avec une TSH qui est dans la partie normale basse du laboratoire, vous mettez un peu à l'abri d'une hypothyroïdie très importante au début de la grossesse. Donc dès le début de la grossesse, c'est important d'informer, et même en période préconceptionnelle, il faut informer ces femmes que dès le début de la grossesse, il va y avoir une augmentation des besoins en lévothyroxine de l'ordre de 20 à 30%.
Donc, toute femme qu'on voit pour une hypothyroïdie, il faut penser à donner ces messages, même s'il n'y a pas de projet de grossesse dans l'immédiat, je pense que c'est important. Et puis, si le projet de grossesse se concrétise, à ce moment-là, vous avez la possibilité soit de donner une ordonnance anticipée, c'est ce que propose la HAS, ou si vous avez la possibilité de recevoir rapidement la patiente en consultation dès qu'elle est enceinte, à ce moment-là, on peut se passer d'ordonnance anticipée. Et l'alternative aussi est de lui proposer de prendre 2 doses quotidiennes de plus dès qu'elle sait qu'elle est enceinte par semaine, ce qui correspond à une augmentation des besoins de l'ordre de 29%. Donc par exemple, pour une femme qui prendrait un comprimé de 100 microgrammes par jour de lévothyroxine, on va lui dire de choisir 2 jours dans la semaine, par exemple le lundi et le jeudi, où elle va prendre 2 comprimés de 100 microgrammes et puis elle continue à prendre son comprimé les autres jours. Et puis après, elle vous voit pour un peu lisser la dose de lévothyroxine sur la semaine. Donc ce contrôle, cette surveillance de TSH, beaucoup plus rapprochée qu'en dehors de la grossesse, tous les 4 à 6 semaines jusqu'à la 22e semaine d'aménorrhée et une fois entre la 30 et 34e semaine d'aménorrhée. Un objectif de TSH inférieur à 2,5 pendant toute la grossesse. Bien rappeler que tous les traitements par fer et inhibiteurs de la pompe à protons qui peuvent être prescrits pendant la grossesse doivent être pris au moins 3 heures après la prise de L-thyroxine au risque d'en diminuer son absorption. Et puis, après l'accouchement, généralement, on revient à la dose préconceptionnelle avec un contrôle de TSH 6 semaines plus tard. Alors, j'arrive maintenant à la fin de ma présentation, donc sur le cas particulier des femmes qui présentent des troubles de la fertilité et des fausses couches. Donc, il y a un risque accru d'infertilité s'il y a une hypothyroïdie franche. On a des données dans la littérature en ce sens, on n'en comprend pas forcément bien tous les mécanismes. En revanche, quand il y a une hypothyroïdie fruste et ou une auto-immunité thyroïdienne, le lien avec le risque accru d'infertilité est plus incertain. Et puis, il y a la question aussi du débat sur la pertinence, l'utilité d'une intervention thérapeutique, à partir de quel seuil de TSH et quels bénéfices en attendre. Donc, ce qui a été recommandé par la Haute Autorité de Santé, la prise en charge un peu spécifique dans ce contexte, c'est un dépistage préconceptionnel de l'hypothyroïdie par un dosage de TSH en cas d'infertilité, d'antécédents de fausse couche ou pour des femmes qui ont un recours à l'AMP. Et dans ces cas-là, il faut faire un dosage en amont de la procédure d'AMP puisqu'il peut y avoir des augmentations transitoires de la TSH en cas de stimulation, d'hyperstimulation ovarienne. Et puis, la spécificité en préconceptionnel pour ces femmes-là. Si la TSH est supérieure à 4, on va introduire plus facilement de la lévothyroxine, donc dans ce contexte, trouble de la fertilité, antécédent de fausse couche, avec l'objectif idéalement de maintenir la TSH à 2,5, bien qu'il n'y ait pas d'argument scientifique fort dans la littérature pour montrer qu'on augmente significativement le risque de grossesse en maintenant cet objectif de façon stricte. Si la TSH est entre 2,5 et 4, pour des patientes qui sont en parcours d'AMP ou qui ont des antécédents de fausse couche dans un contexte d'auto-immunité thyroïdienne, là encore, après décision médicale partagée, on va pouvoir décider soit de surveiller, soit d'introduire de la lévothyroxine. Donc si on introduit, idéalement, on essaye de maintenir cet objectif de TSH inférieur à 2,5. Et s'il y a une simple surveillance qui est décidée, à ce moment-là, la HAS propose un dosage de TSH tous les 3 à 6 mois dans l'idée de dépister une hypothyroïdie, l'évolution vers une hypothyroïdie qui pourrait être défavorable pour la conception. Et puis pour les femmes qui ont des anticorps antithyroperoxydase positifs, alors vous allez me dire normalement si la TSH est inférieure à 2,5, on n'est pas censé faire des dosages d'anticorps, mais l'expérience clinique pratique montre que des femmes arrivent avec ces dosages déjà faits. Et donc si vous êtes face à une patiente qui a des anticorps antithyroperoxydase positifs, ce qui est proposé, c'est un dosage de TSH tous les 3 à 6 mois, là encore, pour ne pas méconnaître une évolution vers une hypothyroïdie qui pourrait être délétère dans ce contexte. Voilà, donc en conclusion, les objectifs de la HAS, elles avaient pour objectif de rationaliser les indications des dosages de TSH et d'anticorps antithyroperoxydase, rationaliser les prescriptions de lévothyroxine chez les femmes en âge de procréer ou enceintes, et puis de préciser les spécificités, les quelques spécificités pour les femmes en parcours d'AMP ou d'antécédents de fausse couche. Et puis voilà, je vous ai mis le lien où vous pouvez consulter le texte complet de la prise en charge de ces dysthyroïdies. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Camille. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci Camille. La particularité du recrutement ici fait que moi j'ai que des déficits thyréotropes. D'accord. Et des femmes enceintes que je suis avec des insuffisances thyréotropes. En général, hors grossesse, on se fixe un objectif, à part les personnes âgées, dans le tiers supérieur de la normale de la T4, avec la limite des dosages en ville,
Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif de T4 pendant la grossesse? Est-ce que tu le fais changer en fonction des trimestres? Est-ce que tu te fixes toujours le tiers supérieur de la normale? Oui, c'est le tiers supérieur de la normale. Alors là, les recommandations HAS ne sont pas du tout intéressées aux insuffisances thyrotropiques. Dans la pratique quotidienne, c'est ça qu'on rencontre. Mais oui, à ma connaissance, il n'y a pas d'objectif spécifique particulier pendant la grossesse dans ce cas-là. Ouais. Tu ne changes pas selon le trimestre? Non. Objectif. Objectif, ouais, non, tiers supérieur, vraiment partie supérieure, mais non, pas de modification. Ok, merci. Merci. Camille, tu n'as pas parlé de l'iode, des supplémentations en iode. Donc, je ne sais pas si vous l'avez abordé ou quel est ton avis, ta position là-dessus? Alors, c'est vrai que je ne crois pas qu'on se soit positionné dans les recos HAS là-dessus, mais en tous les cas, ce qui est recommandé, c'est un apport, une supplémentation en iode systématique. En tous les cas, dans les recommandations américaines, les guidelines de l'ATA, elles se prononcent sur une supplémentation en iode systématique pendant la grossesse, pendant l'allaitement. Je me demande s'ils ne se prononcent pas aussi sur quelques mois avant le début de grossesse, et des complémentations en iode qui contiennent 100 microgrammes d'iode, au moins 100 microgrammes d'iode. En pratique, c'est assez hétérogène en pratique. Ouais, c'est assez ouais. Les obstétriciens, ils n'ont pas trop ce message-là. Hein. Ouais, c'est ça, c'est très un message endocrinologique. Ouais, où là, il y a au moins 150 microgrammes dans Gynéfam. En tous les cas, les endocrinologues, ils prônent cette supplémentation systématique. Il n'y a pas de recommandation officielle là-dessus, à ma connaissance. Les guidelines françaises, non. Non, pas française, non, à ma connaissance non plus, ouais. C'est les Américains qui prônent ça. Camille, donc quand j'ai vu les recos, moi j'étais un petit peu embêtée sur, d'un côté on traite, on met à moins de 2,5 une fois qu'on a traité, et on a ces patientes que tu laisses entre 2,5 et 4 milliunités par litre, tu sais, quand tu les traites pas. Oui. Et le souci, c'est qu'elles ont bien en tête qu'elles doivent être à moins de 2,5. Donc quand tu les surveilles après, ça devient compliqué de leur justifier. Alors, j'ai pas bien entendu. Donc, quand tu restes, si tu veux, on te dit, je traite, je mets à moins de 2,5 la TSH. Pour une femme enceinte? Ouais. Oui. Sauf qu'à un moment, tu proposes pas de traitement et on est entre 2,5 et 4. Oui. Et là, ça se croise les yeux. Oui. En fait, ça, c'est surtout donc pour les femmes qui n'ont pas d'anticorps anti-TPO, TSH entre 2,5 et 4, la recommandation, c'est pas de traitement et pas de suivi. Parce que, en fait, toute la question initiale de ces TSH-là, c'est de savoir est-ce que c'est la TSH de la patiente et cette valeur de TSH ne reflète pas une insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes par sa thyroïde, c'est sa valeur de TSH, en fait, elle a su adapter correctement, ou est-ce que ça reflète une petite insuffisance de synthèse d'hormones thyroïdiennes. Mais à partir du moment où il n'y a pas de signe d'auto-immunité, on peut imaginer que cliniquement il n'y a pas de goitre, on peut imaginer qu'il n'y a pas de pathologie thyroïdienne sous-jacente, et donc cette TSH correspond à la valeur de TSH que doit avoir cette patiente, et il n'y a pas de risque fœtal particulier. La justification, on met bien dans ce cas-là l'obstétricien parce que c'est là où ça va être compliqué. C'est l'obstétricien va vouloir la descendre à moins de 2,5. C'est plus sur cette partie-là. Ah oui, après il faut donner à l'obstétricien les recommandations parce que même les recommandations américaines, déjà en 2017, s'étaient prononcées sur la désescalade un peu des indications de lévothyroxine dans ce contexte. Oui, mais elles sont quand même assez compliquées, ces recommandations, même s'il y a eu un effort de simplification. C'est pas tant les obstétriciens, mais les sages-femmes. Et dans une maternité, parce que je travaille dans une maternité... Ils sont très carrés. Ouais. Voilà. Donc là, si tu commences à dire oui, mais si, mais bof, mais trucs, mais machin, elles sont complètement paumées. Donc du coup, on a dit, toutes les matères ont dit 2,5 pour tout le monde. Basta. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Après, ouais. Il faut arriver on va faire ça très bientôt, réécrire les protocoles alimentaires, etc. C'est vrai que ça reste complexe, oui. Ceux qui travaillent ici, vous allez être appelés par la mater en permanence pour avoir des avis, quoi. Et moi, j'ai une dernière question. Donc, l'obésité, c'est un facteur de risque d'avoir des hypothyroïdies pendant la grossesse. Enfin, c'est ce que tu as montré. C'est ce qui est dans les recos de faire des TSH à ces femmes-là. En pratique, je suis pas frappée par la fréquence de cette pathologie pendant la grossesse. Du coup, et j'ai pas compris pourquoi, en fait. En effet, quand j'ai relu, je me suis dit, en effet, IMC supérieur à 40, il y a des hypothyroïdies. Alors, je me suis dit, soit c'est l'excès de poids, on fait la TSH un peu dans le contexte, c'est peut-être pour ça que ça ressort dans plein de guidelines, en tous les cas, cette IMC supérieur à 40. Et puis parce que en fait finalement ces situations à risque, c'est pas que des situations à risque d'hypothyroïdie, puisqu'il y a aussi les troubles de la fertilité, mais il y a un peu des situations où si en plus l'hypothyroïdie se rajoute à une autre condition, c'est délétère pour arriver à une grossesse, donc c'est une justification pour faire la TSH.
Donc ouais, IMC supérieur à 40, je me dis peut-être que c'est un peu l'excès de poids dans ce contexte, et puis peut-être aussi un lien autour de troubles de la fertilité associés, et donc il faut faire la TSH, parce que si en plus il y a l'hypothyroïdie plus d'autres facteurs, il ne faut pas les multiplier. Je pense que ça vient un peu de là. Bon, ça va, merci.